J'ai démarré le moteur à 5h17. Le ciel de Denver était encore plongé dans le silence de la Navy. Ce silence qui vous fait douter de tout, surtout d'un trajet de 900 mètres qu'on ne vous a pas demandé de faire. Mais j'y suis quand même allé, car parfois, l'obligation se fait passer pour de l'amour. Et j'avais porté ce déguisement si longtemps que j'en avais l'impression. Le chauffage a vrombi lorsque j'ai enclenché la marche avant. Mes doigts se sont serrés fermement autour du volant comme si j'essayais d'empêcher quelque chose de glisser. Moi, peut-être. Sur le siège passager se trouvait un coffret cadeau enveloppé dans du papier gris doux avec un nœud en satin jaune. À l'intérieur se trouvaient des choses que Marley ne demanderait jamais, j'en étais sûr. Des grenouillères en coton bio, un hochet artisanal en noyer et un petit livre d'ingénierie que j'avais annoté dans les marges. Elle adorait ses notes marginales quand elle était plus jeune, à l'époque où j'étais encore quelqu'un d'important. À côté du carton, attaché par 2 ceintures de sécurité, reposait le berceau, pas un berceau acheté en magasin ni un quelconque engin IKEA. Non, il était sculpté à la main, poncé dans mon garage pendant des mois. Poutre en chêne, angle lisse, étoile gravée sur la tête de lit. Chacune un peu imparfaite, car je voulais qu'elle paraisse authentique, comme l'amour qui se cache derrière. J'avais même cousu une plaque nominative sur la doublure, brodée au fil bleu marine, confectionnée par grand-père. Mais bien sûr, personne ne m'avait encore appelé comme ça. Pas officiellement. C'était la voix de Cassandra dans ma tête, que je ne pouvais pas chasser. Même par-dessus le vrombissement des pneus sur l'autoroute. Ne viens pas comme ça, Graham. Elle me l'avait dit au téléphone en octobre. On s'occupe de tout. Marley ne veut pas de stress en ce moment. Ce mot stress était devenu un euphémisme pour moi. J'étais un ingénieur en structure stressé avec 30 ans d'expérience, capable de calculer les limites de traction des ponts suspendus, mais apparemment trop instable émotionnellement pour assister à la baby shower de ma fille. Je n'ai pas protesté. Je le faisais rarement. J'ai simplement transféré plus d'argent la semaine suivante. Pour $1000, étiqueté « Aide à la crèche ». Il y avait eu de nombreux transferts avant cela. Frais de scolarité, logement, produits de maternité. Quand les courriels de demande arrivaient, ils ne venaient jamais directement de Marley. C'était toujours Cassandra qui transmettait les reçus ou qui demandait « Peux-tu m'aider une dernière fois ?» Et à chaque fois, je transférais les fonds en me disant « Peut-être que cette fois, je serai inclus. Peut-être que cette fois, on se souviendra de moi comme autre chose qu'un nom sur un bordereau de virement. » L'horloge du tableau de bord affichait 10h44 lorsque j'ai atteint la frontière du Nebraska. Je me suis arrêté dans un restaurant près de la station-service, juste à côté de la route 80. La serveuse s'appelait Tilda. Elle avait un badge sur lequel était écrit « Demandez-moi des nouvelles de ma tarte au citron ». Mais je ne l'ai pas fait. Je voulais juste un café en silence. Pourtant, elle m'a demandé où j'allais et je lui ai dit d'aller voir ma fille. Elle attend son premier enfant. Tilda a souri et a dit « Mais elle a hâte de te voir ». Je n'avais pas l'énergie de la reprendre. Le mensonge avait un goût plus doux que l'amère vérité qui se trouvait au fond de mon faux. Je lui ai quand même laissé un bon pourboire, comme toujours. J'étais devenu doué pour donner. Trop doué. À mesure que les kilomètres disparaissaient derrière moi, la conviction de faire quelque chose de noble s'estompait. Quelque part entre Iowa City et Rock Island, j'ai arrêté de répéter ce que j'allais dire à mon arrivée. Je me suis préparé à ce que je n'entendrais pas. Pas de salutations chaleureuses, pas de rire, juste peut-être un merci gêné avec un peu de chance. Pourtant, j'ai continué d'avancer. La route s'est rétrécie. La température a chuté. Mes mains se sont raidies sur le volant, mais je ne me suis pas arrêté. Je me suis dit que je ne cherchais pas à me sentir bien. J'offrais de l'amour. Je me suis menti à moi-même tout le long du trajet. Quand j'ai atteint la périphérie de Larkfield, le ciel était doux, enveloppé par la brume du soir. Les guirlandes de Noël scintillaient sur chaque pelouse, les porches étaient drapés de guirlandes, les Pères Noël gonflables luttaient contre le vent. On aurait dit une carte de vœux, le genre de celles pour lesquelles on faisait semblant de sourire quand Marley était petite, quand on était encore une famille. J'ai ralenti en tournant sur Willow Crest Drive, reconnaissant instantanément la maison de Cassandra grâce aux photos qu'elle publiait en ligne. Elle avait changé. Nouveau volet, allée en briques, Lexus dans le garage, BMW devant. Rien qui ne vous ait jamais dit que tout cela était possible, même si je connaissais les chiffres par cœur.
$1,76 540 sur 4 ans. Cet argent avait ouvert la voie à bien plus que les études de médecine de Marley. Il avait ouvert la voie à toute cette nouvelle vie qu'ils avaient soigneusement préparée sans moi. Et pourtant, j'étais là. Pourtant, j'avais garé mon pick-up 3 maisons plus loin pour ne pas attirer l'attention. Pourtant, je portais le berceau comme si c'était un cadeau, et non un symbole de désespoir. En marchant vers la maison, j'imaginais ce que ça ferait de voir Marley ouvrir la porte. Peut-être qu'elle pleurerait. Peut-être qu'elle me serrerait dans ses bras et murmurerait. Je ne savais pas comment te demander de venir. Peut-être que Cassandra regarderait le berceau et se souviendrait de toutes ces années passées à construire non seulement des meubles, mais aussi des avenirs. Je me tenais sur le porche, les jointures au-dessus de la sonnette. Puis j'ai appuyé dessus. Cet instant, ce seul coup de sonnette, était porteur de plus d'espoir que n'importe quel plan que j'avais jamais dessiné. J'ai attendu, des pas. Un clic de serrure. La porte s'est ouverte et elle était là. Cassandra, vêtue d'une robe couleur champagne, un verre de vin à la main. Ses lèvres étaient teintées de la même teinte que son hostilité. Son regard glissait sur moi comme si j'étais une vendeuse de panneaux solaires. « Désolé, dit-elle avec une pointe d'amusement. Vous vous trompez de maison. » Puis elle a refermé la porte. D'un coup, je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Le berceau dans mes bras semblait plus lourd que jamais. La lumière du porche grésillait au-dessus de moi, vacillant une fois avant de se stabiliser. À l'intérieur, les bruits étouffés de la fête s'échappaient par les fentes. Rire, musique, argenterie cliquetant sur la porcelaine. Une baby shower battait son plein. Une fête où il n'y avait pas de place pour l'homme qui payait les couches, les factures d'échographie, le coût fin hors de prix. Qu'elle n'utilisait probablement jamais parce qu'elle en avait des plus récents et plus tendances. Mes doigts se sont enroulés autour des poignées du berceau. Non pas par colère, par instinct. Je voulais protéger quelque chose, n'importe quoi, même mon propre geste brisé. Mais il n'y avait plus de porte à laquelle frapper. Pas de seconde chance offerte. Juste l'écho d'une vie que j'avais contribué à construire, désormais scellée derrière du bois, des briques et des faux-semblants. Et moi, toujours là, portant l'amour que personne ne voulait recevoir. Je suis resté là plus longtemps que je n'aurais dû, assez longtemps pour que le froid s'installe dans mon manteau. Il semble que la douleur dans mon dos me rappelle que je n'avais plus 30 ans et que la réalité m'impose. Cette porte ne se rouvrait plus. Je ne m'attendais pas à une fanfare, pas à une banderole sur le porche avec « Merci, papa », ni au nom d'un petit enfant gravé en glaçage sur un gâteau que je ne verrais jamais, mais je me suis dit « Non », j'espérais qu'il y aurait un silence, une lueur de reconnaissance, quelque chose d'humain. Les yeux de Cassandra ne bronchèrent pas lorsqu'elle me claqua la porte au nez, comme si j'étais un livreur avec une mauvaise adresse ou un voisin déchu essayant de me vendre de la nostalgie. Désolé, mauvaise maison. Pour des mots, des syllabes dédaigneuses et définitives qui claquaient plus fort que toutes les insultes qu'elle m'avait jamais lancées pendant notre divorce. Je ne partis pas tout de suite. Je reculai du porche et fixai la fenêtre à gauche de la porte. Une ombre passa derrière le rideau. 2 silhouettes, peut-être 3. Des rires jaillirent, faiblement à travers les murs, étouffés comme s'ils avaient traversé des couches d'isolation et une mémoire sélective. Le berceau était toujours dans mes bras, mes gants collés à sa surface polie. J'avais passé plus de 70 heures à le façonner. Chaque courbe, chaque encoche poncée entre les échéances des projets et les dîners en solo dans un appartement calme de Denver. Je ne cherchais pas à acheter l'amour. J'essayais de le regagner, ou du moins de rappeler à Marley que je n'avais pas disparu. J'avais juste été placé là où ils avaient besoin de moi, silencieuse, généreuse, et toujours à quelques centaines de kilomètres. La lumière du porche grésillait au-dessus de moi. J'ai baissé les yeux vers mes bottes, mouillées par la neige, tachetées de sel. Les pieds du berceau ont laissé 4 minuscules empreintes dans la couverture blanche poudreuse sous moi. Lorsque je l'ai enfin posé, l'espace d'une seconde, il a semblé à sa place. Symbole discret d'attention, insensible au bruit intérieur, j'ai eu envie de frapper à nouveau. J'ai voulu crier, c'est toujours ma fille. J'aurais voulu qu'on m'explique quel crime j'avais commis pour me valoir un tel exil, mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas supplié quand Cassandra a demandé le divorce il y a 10 ans, et je ne commencerai pas maintenant. La dignité est tout ce que j'ai toujours porté avec constance. Je me suis éloigné du berceau et j'ai fouillé dans la poche de mon manteau, effleurant du doigt le reçu du motel que j'avais réservé,
le dernier bouchon de café de la station-service et la feuille pliée de la liste de naissance de Marley sur Amazon que j'avais étudiée comme un plan. J'ai trouvé mon téléphone et je l'ai ouvert. Pas pour appeler, juste pour voir. J'ai tapé sur l'application bancaire et j'ai regardé le journal. Il était là. Ligne après ligne. Toutes horodatées et étiquetées. Virement bancaire de Cassandra Ellison. Frais de scolarité de Marley payés intégralement. Rénovation de la crèche. 2100 $. J'ai fait défiler. Cela ne ressemblait pas à de la générosité. Cela ressemblait au loyer d'un endroit de leur vie qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me laisser visiter. Et pourtant, je l'ai payé fidèlement. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau. Pas complètement, juste un petit craquement. Comme si quelqu'un avait peut-être changé d'avis. L'espace d'un instant, je me suis redressé, pleine d'espoir. Mais ce n'était pas Marley. C'était un homme. La cinquantaine, une mâchoire impeccable, une allure assurée. Il portait un blazer bleu marine sur mesure et des chaussures qui coûtaient plus cher que le salaire hebdomadaire de la plupart des gens. Il baissa les yeux vers le berceau avec un sourire narquois, puis leva les yeux vers moi, l'amusement s'étalant sur son visage. « Elle ne te l'a pas dit ?» dit-il d'une voix douce et décontractée, comme s'il discutait avec un voiturier qui avait garé sa voiture de travers. J'ai répondu, « Rien. » Elle a dit, « Tu pourrais essayer quelque chose comme ça. » En arrivant, il ricana et secoua la tête. « Tu pensais vraiment que transférer 70 000 $ faisait de toi une famille ?» J'ai senti une torsion dans ma poitrine. Il passa la main sur le bord du berceau. « Mon berceau. » Avec la condescendance qu'on réserve aux meubles de votre grenier. « Beau travail, » dit-il. « Mais je pense qu'elle est plutôt du genre à se promener dans les rues. » Puis il se retourna comme Cassandra et disparut dans le doux bourdonnement de la vie qu'ils avaient construite sans moi. La porte se referma avec un bruit sec derrière lui. Je restai figé. Non pas à cause de la température, même si le froid avait commencé à transpercer mes chaussettes et à me raidir les doigts, mais à cause de ce qui venait d'être dit. Tu croyais vraiment que payer 70 000 $ en espèces faisait de toi une famille? Cette phrase résonnait dans ma tête comme un refrain cruel. Je ne connaissais même pas son nom jusqu'à cet instant. Cassandra avait mentionné qu'elle était remariée, mais n'avait jamais rien dit de plus. Maintenant, il avait un visage, une voix et une place à la table que j'avais contribué à financer. Un instant, j'ai pensé à reprendre le berceau et à le balancer du haut du porche. Le laisser voler en éclats sur l'allée immaculée comme toutes les illusions que j'avais portées. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas du genre à casser des choses. Pas du tout. Alors que j'avais passé ma vie à les construire. Alors, j'ai resserré mon manteau, je me suis retourné vers le trottoir et j'ai parcouru les mêmes 60 mètres jusqu'à l'endroit où mon camion était garé, silencieusement vaincu. La neige avait recommencé à tomber, de légers flocons duveteux atterrissant sur mon pare-brise tandis que je m'installais au volant et regardais droit devant moi. Je n'ai pas pleuré. Je ne le fais pas facilement. Les ingénieurs sont formés à distinguer l'émotion de la logique. Mais cette nuit-là, quelque chose a craqué. Pas de façon dramatique, sanglotante, mais de façon silencieuse et chirurgicale. Le deuil est souvent efficace. On réalise qu'on n'est pas seulement indésirable, on est invisible, jetable, et qu'on a fait la paix avec notre absence bien avant même que nous envisagions de nous montrer. J'étais assis dans la cabine, le moteur. Au ralenti, à regarder la lumière du Porsche s'éteindre dans mon rétroviseur tandis que je reculais lentement dans la rue. Le motel était à 15 minutes, un vieux bord de route avec des néons clignotants, et un réceptionniste qui ne posait aucune question. Question. Chambre 112. Le rideau sentait légèrement le moisi et le radiateur crépitait comme s'il crachait des décennies de poussière. J'ai posé le coffret cadeau sur le coin de la petite table, je l'ai longuement contemplé, puis je me suis assis au bord du lit et je l'ai déballé. Chaque objet que je sortais me semblait une petite trahison, non pas envers eux, mais envers moi-même. Comme si j'avais bêtement cru que l'effort était synonyme d'amour, que se montrer présent, offrir des cadeaux, témoigner signifierait que je comptais encore. Mais ce que j'ai ressenti à ce moment-là n'était pas un chagrin. C'était de la lucidité. Ils n'étaient pas cruels. Ils en avaient simplement fini avec moi. Doucement, proprement, avec un sourire et une porte claquée. Et tout ce que je pouvais faire maintenant, c'était l'accepter. J'étais à mi-chemin des marches lorsque j'ai entendu la porte s'ouvrir à nouveau. Au début,
J'ai pensé que c'était peut-être Marley, qu'elle m'avait vu d'une fenêtre à l'étage, que quelque chose en elle s'était réveillé, s'était souvenu. Je me suis retourné lentement, le cœur coincé entre prudence et un espoir insensé. Mais ce n'était pas elle. C'était lui. L'homme de tout à l'heure. Sa silhouette nette et calculée contrastait avec la douce lueur de la fête derrière lui. Il sortit comme si le porche lui appartenait, ce qui, je suppose, était désormais le cas. Grand, svelte, peut-être quelques années plus jeune que moi. Ou peut-être passait-il simplement plus de temps dans les salles de sport et moins dans les vides sanitaires à reconstruire des fondations fissurées, comme je l'avais fait pendant la majeure partie de ma carrière. Son sourire n'était pas tendre. C'était le genre de sourire narquois que les hommes ont quand ils savent déjà comment l'histoire se termine et que c'est eux qui écrivent le dernier chapitre. Il ne se présenta pas. Il n'était pas obligé de le faire. Je reconnus sa suffisance. Victor Lannes. Je me souvenais du nom d'une carte que Marley avait signée. Amour de Marley et Victor. À l'époque, j'avais supposé que c'était un ami, un camarade de classe, quelqu'un de temporaire. Je n'avais pas réalisé que c'était lui. Le nouvel homme que Cassandra avait épousé. L'homme qui m'avait remplacé dans la maison que j'avais contribué à payer pendant notre mariage. L'homme qui se tenait maintenant entre moi et l'enfant que j'avais élevé. Il avança lentement. Ses chaussures étaient si parfaitement cirées qu'elles reflétaient les guirlandes de Noël. Il me toisa de haut en bas et je sentis dans son regard la mesure, non seulement de mes vêtements ou de ma posture, mais aussi de mon utilité. Et puis il le dit. Elle ne te l'a pas dit. Sa voix était douce et glissante comme de l'huile sur du carrelage noir. Que tu n'étais pas invité. Mince, c'est froid. Je ne répondis pas. Que dire? Il connaissait déjà la réponse. Il s'en délectait. Je gardais les poings serrés, les articulations raidies par le froid et par ma dignité, comme si c'était tout ce qui me restait. J'aurais dû m'éloigner, mais je restais immobile, enraciné dans l'incrédulité et une douleur sourde que je ne parvenais pas à nommer. Victor tendit la main et tapota nonchalamment le support du bout des doigts, un double coup rapide comme s'il testait du plaque de plâtre. « C'est à toi » demanda-t-il. Puis, sans attendre confirmation, il ajouta « Beau travail ». Du vrai travail artisanal. Du vieux. Dommage. Personne n'en a besoin ici. Ces mots se sont succédés par vagues. Je les ai sentis s'immiscer dans ma peau avant de m'envahir. Tu crois vraiment que 76 000 $ font de toi une famille, a-t-il dit, affichant un sourire narquois plus large. Tu étais le donateur, pas le père. Ne confonds pas les deux. Je sentais la neige s'accumuler sur mes épaules, immobile. Le vent tourbillonnait sur le côté de la maison, s'accrochant au bas de mon manteau, mordant le tissu comme une rancune. Je ne faisais pas confiance à ma voix pour ne pas craquer, alors je ne l'ai pas utilisée. Je l'ai simplement regardé fixement et, dans ce silence, j'ai tout vu. Le pouvoir, le contrôle. Victor n'était plus seulement l'homme derrière la porte. Il était la porte, maintenant. Et Cassandra lui avait remis les clés. Il but une gorgée du verre qu'il tenait à la main. Quelque chose d'ambre et de chair. Puis il se retourna et retourna vers l'entrée. Avant d'entrer, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et dit, « La prochaine fois, et c'est FedEx. Ça t'épargnera l'embarras. » Puis il disparut dans la chaleur. Cette fois, la porte ne claqua pas. Elle se referma avec un bruit sec, comme une ponctuation à la fin d'une phrase que je n'étais pas censé entendre. Je restai là assez longtemps pour que la neige commence à former des crêtes molles au pied du berceau. Mes doigts se contractèrent, impatients de l'attraper, de le reprendre. Non pas par vengeance, mais parce que je voulais conserver quelque chose à quoi m'accrocher. Mais je ne pouvais me résoudre à le soulever à nouveau. Plus après ça. Le berceau n'était plus un cadeau. C'était un monument à l'illusion, aux efforts gaspillés, à la monnaie unilatérale de mon amour. J'inspirais lentement et expirais par le nez, le regardant tourbillonner dans l'air comme la fumée d'un feu éteint. De retour à mon camion, je grimpais et tournais le contact juste pour allumer le chauffage. Je ne démarrais pas immédiatement. Je restais assis là, à regarder cette maison à travers le pare-brise. J'imaginais Marley arpentant les pièces, rayonnante, fière, la main sur le bébé qu'elle portait. Je me demandais si elle pensait à moi aujourd'hui. Si jamais elle regardait un manuel dans son ancienne chambre et se souvenait de qui l'avait acheté, si jamais elle voyait un berceau dans une vitrine et pensait,
papa en ferait un meilleur. J'en doutais. Si elle l'avait fait, elle serait venue à la porte ou à la fenêtre, ou aurait envoyé un SMS, n'importe quoi. Mais rien. 10 minutes se sont écoulées avant que je puisse bouger. Mes gants étaient humides de neige. J'avais la poitrine creuse, comme si quelque chose avait été creusé et laissé avec le berceau. Je n'avais pas les mots pour exprimer ce que je ressentais. Pas de chagrin, pas vraiment. C'était quelque chose de plus froid, de plus lourd. La prise de conscience qu'aucune somme d'argent, aucun cadeau fait main, aucune visite parfaitement programmée ne pourrait me faire oublier ce dont on m'avait déjà chassé. Victor n'avait pas claqué la porte parce qu'il n'en avait pas besoin. Le message était déjà arrivé. Je suis sorti lentement du quartier, regardant les lumières s'éteindre dans mes rétroviseurs. C'était comme quitter une maison qui n'avait jamais existé. Je me suis arrêté au parking le plus proche. Une pharmacie était fermée pour la nuit et je restais là, les yeux rivés sur l'écran allumé de mon téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués, pas de changement. J'ai ouvert ma galerie, remonté jusqu'à la dernière photo de Marley et moi. Son 12e anniversaire. Elle portait une salopette et une couronne en papier. Je l'entourais de mon bras, la joue couverte de graisse après avoir réparé le lavabo cet après-midi-là. On avait l'air heureux. J'ai zoomé sur son sourire. J'avais oublié à quel point il ressemblait au mien. Et maintenant, elle vivait derrière une porte gardée par Victor Lann et un silence trop épais pour être percé. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Ni dans le motel, ni dans le camion, mais quelque chose en moi a bougé. Pas un effondrement, plutôt un craquement silencieux. Les premiers signes d'un homme réalisant enfin qu'il ne pouvait pas construire de pont là où les gens étaient occupés à creuser des mosses. La neige continuait de tomber et j'ai finalement arrêté d'attendre que quelqu'un ouvre la porte. Je ne suis pas allé directement au motel. Pas tout de suite. J'avais besoin de prendre de la distance entre moi et cette maison, entre moi et le berceau, entre cet homme qui souriait comme s'il avait hérité de quelque chose de sacré, alors qu'en réalité il venait de pénétrer dans un espace vide que j'avais l'habitude d'occuper. J'ai tourné sur une route secondaire et laissé les roues rouler sans but à travers l'Arkfield. La ville était parée pour Noël, des lectures sur chaque lampadaire, des guirlandes suspendues entre les devantures, des rennes en plastique figées au galop sur les pelouses. Tout était si agréable. Et pourtant, j'avais l'impression d'être un intrus de passage dans une illusion. Tous les autres semblaient appartenir à quelque chose. J'étais le seul à tourner en rond, perdu comme si c'était une destination. Je me suis garé dans un parc vide près de ce qui ressemblait à une école primaire fermée. La neige devenait plus lourde, d'épais flocons tombant comme de la cendre. J'ai coupé le moteur, je me suis assis dans le silence et j'ai sorti mon téléphone. Le froid avait raidi mes doigts, mais j'ai consulté des applications familières comme Muscle Memory. D'abord, ma banque. J'ai ouvert le tableau de bord et j'ai regardé les chiffres. Mon pouce planait sur l'onglet des virements, comme tant d'autres fois. Mais cette fois, je n'avais pas l'intention d'envoyer quoi que ce soit. J'ai plutôt consulté mon historique de paiement. Ils étaient là. Chaque dépôt, chaque reçu, chaque prélèvement automatique. J'ai tout conservé. Non pas pour me préparer à des preuves, mais parce que c'est mon métier. Je construis. Je documente. Je garde une trace de ce que j'ai donné, de ce que j'ai conservé, même lorsque les coutures passent inaperçues. En 4 ans, j'avais viré un total de 76 540 $. Des versements pour les frais de scolarité de Marley en faculté de médecine. Un nouveau MacBook lorsque le sien est tombé en panne avant les examens finaux. Le loyer lorsque son appartement sur le campus a été évacué lors d'une inondation, le nom de Cassandra figurait sur la plupart des reçus. Bien sûr, elle était toujours l'intermédiaire, la voleuse polie. Mais il y avait plus. 2100 $ pour la rénovation de la crèche. Je me souviens de celle-là. J'avais reçu un email de Cassandra disant qu'elle essayait de préparer la chambre. C'est beaucoup à la fois. Tu penses pouvoir aider un peu? Un peu. Toujours un peu plus. 650 $ pour un cours prénatal. 320 $ pour des frais divers de maternité. C'est l'expression qu'elle a utilisée. Vague, douce, enveloppée d'une ambiguïté suffisante pour que la remettre en question soit désagréable. Et je ne l'ai pas remise en question. Je voulais croire que j'aidais. J'avais besoin de croire que l'amour, même à distance, avait de la valeur. Mais voilà,
voilà que le berceau était posé sur un porche comme un meuble abandonné. Et il ne me restait plus que des chiffres et la preuve que j'étais la seule à penser que tout cela avait encore un sens. J'ai refait défiler les virements, puis j'ai lentement commencé à les annuler, au sens figuré. J'ai pris la décision mentale d'arrêter. J'ai consulté chaque compte connecté, désactivant toutes les options de paiement conjoint que j'avais conservées au cas où. Le fonds d'urgence que j'avais maintenu en silence. Je l'ai fermé. Le nom de Cassandra a été supprimé. Les paiements automatiques sur sa ligne téléphonique ont été annulés. Le stockage cloud que j'avais mis à niveau pour que Marley puisse conserver toutes ses échographies et ses photos haute résolution. À chaque désactivation, je sentais quelque chose se détendre dans ma poitrine. Ce n'était pas du soulagement. C'était une libération. Comme si je sortais enfin d'un contrat que j'ignorais avoir signé. Un contrat où ma valeur se mesurait en transactions, et non en présence. Je ne me contentais pas de débrancher des câbles financiers. Je récupérais un espace que je n'avais pas conscience d'avoir le droit de reprendre. En arrivant au motel, la neige avait tellement épaissi que mes phares me faisaient l'effet de lampes de poche dans un blizzard. Le parking était recouvert de neige fondue. Je me suis garé dans un coin et je suis resté assis un moment de plus, laissant le chauffage fonctionner. Mon téléphone a craqué une fois, puis une autre, puis une autre. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Je savais ce que ce serait. Quand j'ai enfin décroché, je les ai tous vus alignés. 61 appels manqués. La plupart de Cassandra. 12 messages. Les premiers étaient plutôt courtois. Graham, qu'est-ce que tu fais? Puis le ton a changé. Tu es cruel. Pourquoi laisser ça là comme une menace? Essaies-tu de lui gâcher tout? Et puis le dernier mot, juste 5 mots. Tu vas le regretter. Crois-moi, regret. Ce mot me terrifiait. Il me tenait éveillé la nuit, me demandant si j'en avais assez dit, donné, était assez. Mais à ce moment-là, assis dans la chaleur étouffante d'une chambre de motel délabrée, avec un coffret cadeau non ouvert sur la table de nuit et la tête pleine de souvenirs qui ne semblaient appartenir à personne d'autre qu'à moi, je n'éprouvais aucun regret. J'étais clair. J'avais parcouru 900 mètres avec l'espoir ancré sur mon siège passager, et tout ce que j'avais eu en retour, c'était une portière claquée au nez et le rire d'un inconnu dans mes oreilles. Non, je ne regretterais pas d'avoir débranché des gens qui ne me gardaient à mes côtés que tant que je me taisais et payais. Je n'ai pas répondu. J'ai éteint le téléphone, enlevé mon manteau et me suis assise au bord du lit, fixant mon reflet dans l'écran noir de la télévision. J'avais l'air fatigué, pas seulement à cause du trajet, des années, des efforts, d'avoir aimé des gens qui ne m'aimaient pas en retour. Pas d'une manière qui me semblait réelle, rassurante ou réciproque. Je pensais que si je donnais suffisamment, si je me présentais suffisamment, si j'offrais suffisamment, il se souviendrait, il pardonnerait, il m'inclurait. Mais on ne vous garde pas près de vous parce que vous êtes généreux, on vous garde près de vous parce que vous êtes utile. Et ce soir, pour la première fois depuis des années, ce n'était pas le cas. Le berceau que j'avais construit serait probablement parti d'ici demain matin. Quelqu'un pourrait le prendre. Peut-être qu'il resterait sur le trottoir jusqu'à ce que la neige l'enterre complètement. Peut-être que Victor le jetterait. Peut-être que Marley ne demanderait même pas d'où il venait. Mais je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait que j'avais enfin posé quelque chose physiquement, émotionnellement, spirituellement, et que je ne le soulèverais plus. Cette nuit-là, je dormis sans consulter mon téléphone, sans appeler personne, sans prier pour que les choses changent. Et quand je fermais les yeux, je ne les portais plus. Le lendemain matin, je repris la route pour Denver en silence. Je n'entendis ni musique ni podcast. Je laissai la route parler. Le vrombissement des pneus et le grondement sourd du moteur me transportant sur les autoroutes gelées et les villes enneigées. Quelque part après de Moine, je m'arrêtai pour faire le plein et fixer mon reflet dans le miroir des toilettes. Mon visage paraissait plus vieux que dans mes souvenirs. Plus de rides autour des yeux, une fatigue creusée qui ne vient pas du manque de sommeil, mais d'années passées à entretenir l'espoir comme une bouée de sauvetage. Je m'aspergeai le visage d'eau froide, l'essuyai avec un essuie-tout et ne dis pas un mot, même pas à moi-même. Pas ce jour-là. De retour chez moi, je pénétrai dans le calme de ma maison et verrouillai la porte derrière moi comme si je scellais quelque chose. L'endroit sentait la poussière et le vieux nettoyant pour pain. Je n'avais pas décoré Noël. D'habitude, je ne le faisais pas. Mes vacances n'étaient souvent qu'un bruit de fond,
marqué par l'absence de projet et la présence de SMS polis disant « J'espère que tu vas bien », de la part de gens qui ne le pensaient pas vraiment. J'ai enlevé mes bottes, accroché mon manteau, puis je suis allé directement dans mon bureau. Cette pièce était mes archives, ma banque de souvenirs, mon grand livre. Les ingénieurs sont méticuleux. On n'oublie pas les chiffres. On ne perd pas les détails. Je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le tiroir qui contenait mes registres. Pas seulement mes déclarations d'impôts ou mes factures de services publics, mais tout. Chaque talon de chèque que j'avais écrit à Cassandra. Chaque impression de virement en ligne. Chaque facture de frais de scolarité marquée comme payée par mon père. La première année d'université de Marley, $18 000 en chambre et pension. La deuxième année, $19 000 de plus. J'ai comblé les trous dans ses prêts étudiants, co-signé sa voiture, et même payé l'amende de stationnement dont elle n'avait jamais parlé jusqu'à ce que les avis de recouvrement arrivent à mon adresse. Je n'étais pas un père de famille le week-end. J'étais une institution financière au grand cœur. Je feuilletais les dossiers. Il y en avait un intitulé « Préparation de chambre d'enfant » avec des reçus de Pottery Barn, d'Amazon et d'une boutique pour bébés à Chicago. Je n'avais pas vu une seule photo de la chambre d'enfant. Pas une seule. J'avais demandé une fois. J'ai eu une réponse brève de Cassandra. On est encore en train de la finaliser. Je t'enverrai quelque chose bientôt. C'était il y a 6 mois. Marley n'a jamais envoyé de photos non plus. Je n'ai pas insisté. J'avais appris avec le temps que poser trop de questions me valuait l'étiquette de contrôlante. Alors je les ai laissés dire spontanément ce qu'ils voulaient que je sache, ce qui s'est avéré être très peu. Mais ce qui m'a brisé ce jour-là, plus que l'argent, plus que les documents, c'était un mot glissé dans l'un des dossiers. Un dessin de Marley datant de ses 10 ans. Crayon sur papier d'imprimante. Une petite fille aux boucles brunes tenant la main d'un grand homme portant un casque. Papa et moi au pont. On pouvait y lire, je l'avais emmené sur un chantier cet été-là. Je l'avais laissé traverser l'échafaudage. Je l'avais laissé porter mon gilet de sauvetage. Elle pensait que je construisais tout moi-même. Je me souviens comme ses yeux se sont illuminés lorsqu'elle a dit à ses camarades, « Mon père construit des villes. » J'ai tenu le dessin longtemps, traçant le bonhomme allumette qu'elle avait identifié comme étant moi. Cette version de moi était solide, présente, admirée. Maintenant, je n'étais plus qu'un fantôme qui payait à temps. Cette phrase n'était pas celle que j'avais imaginée. Marley l'avait dite elle-même il y a quelques années. C'était lors d'un appel vidéo alors qu'elle était en fac de médecine. Elle était stressée, fatiguée. Je lui ai proposé de lui envoyer un peu plus pour les courses et elle a ri et m'a dit « Merci, papa. Tu es comme un fantôme qui paie toujours à temps. » À l'époque, j'ai cru à une blague. J'ai ri aussi. J'en ai même souri pendant quelques jours. Mais maintenant, je vois que ce n'était pas une blague. C'était une définition. J'étais fiable, invisible et habitué. J'ai regardé autour de moi chez moi. Des photos de Marley s'alignaient sur mes étagères, elle avec des cordes de remise de diplôme, elle avec un stéthoscope autour du cou, elle debout aux côtés de Cassandra dans un bar à vin de Chicago. Je n'étais sur aucune d'elles. J'en ai pris la plupart moi-même ou j'ai payé pour les expériences dont elles étaient issues. Tout cela témoignait d'une vie que j'avais contribué à construire, mais à laquelle je n'avais pas le droit d'entrer. J'avais tout financé à distance, pensant que si j'étais assez utile, il me ferait à nouveau de la place. Mais l'utilité n'est pas l'amour. C'est une transaction, un service. Et une fois qu'on n'a plus besoin de toi, on devient obsolète. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Je ne suis pas ce genre d'homme. J'ai juste refermé le dossier et me suis rassis. Sur ma chaise, je regardais par la fenêtre. La neige tombait à nouveau, douce et lente. Elle recouvrait les rues sans demander la permission. Silencieuse, indifférente. Je l'enviais. Comment pouvait-elle tomber n'importe où et rester à sa place? Ce soir-là, je me suis servi un scotch et je suis resté dans la cuisine, à contempler le berceau vide dans mon esprit. Celui laissé sur le porche. Celui qui ne serait jamais bercé par le rire ou la gratitude. J'imagine Victor le jetant dans le garage, peut-être le démontant pour en faire du bois de chauffage. Peut-être que Marley ne saurait même pas d'où il venait. Ou peut-être qu'elle le verrait et ne ressentirait rien. C'est ça qui me faisait mal. Pas le rejet, pas l'absence,
mais la possibilité que mon effort soit devenu un bruit de fond. Invisible, sans importance. J'ai grillé l'air. Au fantôme, ai-je murmuré. Juste à temps. Et puis j'ai pris une décision. J'arrêterai d'essayer d'être utile dans ces vies qui me traitaient comme un coupon périmé. J'arrêterai de payer le péage d'une route qui ne menait jamais à moi. J'étais fatigué d'envoyer de l'amour dans le vide et de l'appeler famille. Ils n'avaient pas besoin de moi. Très bien. Mais à partir de maintenant, je cesserai d'être leur fondation silencieuse, car même les ponts s'effondrent quand ils ne pèsent que d'un côté. Je préparais du café quand la messagerie vocale est arrivée. C'était mardi, en milieu de matinée, et l'air extérieur était glacial, ce genre de silence qui rend les fenêtres plus fines. Je venais de finir de ranger les dossiers de mon bureau, les rangeant soigneusement dans un coffre-fort ignifuge que je n'avais pas utilisé depuis que je conservais les plans du projet du pont de la 44e rue. Il contenait désormais des documents financiers, des photos et les 10 dernières années de preuves que j'étais présente même quand on ne me voyait pas. Mon téléphone a vibré au comptoir. Une messagerie vocale. Pas d'identification de l'appelant, juste inconnu. Je l'ai d'abord ignoré, le laissant reposer pendant que le café coulait et que le soleil filtrait à travers mes stores comme de minces regrets. Ce n'est qu'à la deuxième tasse que je l'ai ouverte. J'ai pensé que c'était un arnaqueur ou peut-être quelqu'un du bureau qui me posait des questions. Permis que j'avais cessé de superviser. Mais quand j'ai pressé le jeu, le souffle prit dans ma gorge. C'était la voix de Cassandra. L'enregistrement a commencé la conversation au milieu du con, probablement un cadran de poche. Son ton était décontracté, amusé, recouvert de cette marque de confiance qu'elle portait quand elle pensait que personne ne regardait. « Laissez-le se sentir coupable », dit-elle en riant à la légère. « Peut-être qu'il doublera le montant. Il finira toujours. » J'ai gelé. Sa voix était trop claire, trop proche. Le genre de clarté qui ne confirme pas simplement les soupçons, il le tatoue dans vos os. Puis une autre voix. « Marley S., ma fille. » Il a envoyé un autre livre, a-t-elle dit, ses mots étaient épuisés comme si j'étais une corvée à gérer. Cette fois, c'est sur le développement du cerveau de bébé avec une note. Je ne l'ouvrais même pas honnêtement, je préfère qu'il ne se sentait que plus fort. J'ai appuyé sur replay, non pas parce que je ne l'ai pas entendu la première fois, mais parce qu'une partie de moi devait confirmer que ce n'était pas un mauvais rêve. La deuxième fois, je n'ai pas ressenti de rage. Je ne ressentais pas de chagrin. J'ai ressenti de la clarté, une tranche propre. Pendant des années, je me suis dit que la distance entre nous était circonstancielle. Que Cassandra avait empoisonné le puits, bien sûr, mais que Marley était occupé, distrait, qu'elle reviendrait une fois que la vie s'est installée. Une fois que le bébé est venu, une fois qu'elle se souvenait de qui j'étais pour elle. Mais ce message vocal, ce les petits échos qui n'étaient pas destinés à moi, a expliqué douloureusement clairement. Elle ne m'avait pas oublié. Elle ne voulait tout simplement pas de moi. J'ai regardé le téléphone, mon pouce planant sur l'écran. J'aurais pu répondre, rappeler, j'ai laissé ma propre messagerie vocale. Quelque chose de dramatique, quelque chose de poétique. Mais qu'est-ce que cela aurait fait? Ils n'étaient pas de l'autre côté d'un malentendu. Ils étaient de l'autre côté d'une décision, et j'étais le seul à ne pas l'avoir acceptée. Je n'ai pas supprimé le message. Je ne l'ai pas sauvé non plus. Je l'ai laissé reposer là comme un cloulage sur un pas que je n'avais plus l'intention de marcher. Plus tard dans la journée, je suis allé dans mon garage, pas pour construire, juste pour réfléchir. Les copeaux de bois étaient toujours dispersés près du banc où j'avais façonné les jambes du berceau. Les outils étaient alignés, intacts. C'était le seul endroit de ma vie où tout est resté où je l'ai laissé, où l'effort s'est transformé en quelque chose que vous pouviez réellement tenir. J'ai passé ma main sur le banc, la surface portée lisse après des années d'utilisation. C'était la langue que je parlais couramment. Si, articulation, plan. J'ai compris du matériel. Ce sont des gens qui ont continué à bouger en dessous de moi. J'ai ramassé un bloc d'érable et je l'ai regardé. Pendant un moment, j'ai réfléchi à la sculpture à nouveau. Quelque chose de petit. Un jouet, une boîte. Mais mes mains ne bougeaient pas. Je suis juste resté là pour le tenir comme un poids que je n'avais pas réalisé que j'étais fatigué de soulever. Cette nuit-là, j'ai traversé la bibliothèque dans le salon. Un par un, j'ai sorti les livres que j'avais destinés autrefois à Future Child de Marley. Les livres de quartier sur les principes d'ingénierie,
les guides pop-up vers les ponts et les bâtiments. Chacun marqué de notes collantes. Marley a adoré cette page ou bien pour les histoires au coucher. J'en avais fait un tas au fil des ans. Je pensais qu'il serait partagé. Je pensais qu'un jour elle tiendrait son bébé et disait « Votre grand-père nous a donné cela ». Maintenant, je les ai placés doucement dans une boîte marquée un don. Ce n'était pas un acte d'amertume. C'était l'entretien ménager, émotionnel et autrement. Le lendemain matin, j'ai obtenu une alerte sur mon téléphone. Une autre demande de paiement de Cassandra par le biais d'une application de paiement tierce $1200. La ligne d'objet a déclaré « Siège d'auto plus 7 ». Pas de note, pas de salutation, juste une demande comme j'étais un service d'abonnement mensuel qui avait brièvement manqué un cycle. Je l'ai regardé, puis j'ai refusé, non ignoré, j'ai refusé. J'ai tapé 2 mots dans le champ de réponse facultatif. Plus. Je ne m'attendais pas à un merci. Je ne m'attendais pas à une réponse, mais je voulais que le message soit vu. Lisez un petit drapeau planté dans le sol qui disait « J'ai fini d'être soumis à l'esprit ». À la fin de la semaine, j'ai changé chaque mot de passe sur mes comptes. À supprimer Marley et Cassandra en tant que bénéficiaires des polices d'assurance que j'avais tranquillement tenues. Je ne l'ai pas fait pour être vindicatif. Je l'ai fait parce que j'ai finalement compris. J'avais financé une relation qui n'existait plus. Ils ne demandaient pas l'amour. Ils géraient les ressources et j'en avais été un. Je suis allé me promener dans mon quartier ce soir-là. La neige tombait légèrement et le monde était à nouveau doux. J'ai passé la maison d'Anderson. Ils mettent juste de nouvelles lumières de corde, bleu et blanc et clignotaient en rythme constant. Leur petit-fils m'a salué du porche. J'ai salué. Un moment simple, mais pour la première fois depuis longtemps, je me sentais sans relâche, léger, même cet écho de la voix de Cassandra, du dédaignement de Marley. Cela ne me entrait plus. Cela m'a clarifié. J'avais passé des années à confondre la culpabilité avec le devoir, la confusion de l'accès avec l'acceptation, la confusion de l'utilité avec la valeur. Plus maintenant. J'étais toujours un constructeur, mais je ne construisais plus là où je ne voulais pas. L'hiver s'est transformé au printemps sans cérémonie. Un matin, la neige n'est pas revenue, et les oiseaux ont recommencé à chanter, comme s'ils ne s'étaient jamais arrêtés. À Aspen Ridge, les jours s'allongeaient sans autorisation, et les arbres perdent leur silence comme des manteaux. Je suis tombé dans un rythme. Calme, cohérent, propre. Je me suis réveillé tôt, j'ai fait du café, j'ai ouvert les fenêtres. J'ai poncé de vieux morceaux de bois dans le grenier et lu des manuels que je n'avais pas touchés depuis que Marley était au collège, me demandant comment les ponts restent debout. Je ne construisais plus pour personne, mais mes mains n'aimaient pas être inactives. Cette partie de moi n'a jamais changé. C'était pendant l'un de ces matins tardifs, avril peut-être, quand j'ai remarqué que Carlos était assis sur le banc à travers le sentier de la crête. Je l'avais vu plusieurs fois marcher lentement avec une canne, portant généralement la même veste brune et la même casquette plate, le genre que vous ne voyez plus à moins que l'homme le porte gagne le droit de se déplacer lentement. Ce jour-là, il m'a hoché la tête en passant. J'ai hoché la tête. Il a dit, vous marchez comme quelqu'un qui se déplaçait plus vite. J'ai souri. J'avais une raison, j'ai répondu. N'est-ce pas tous? Il a dit. Cela a commencé avec des hellos décontractés, puis s'est transformé en petites conversations. Finalement, j'ai appris que Carlos avait travaillé à la démolition à Albuquerque pendant 3 décennies. Drôle, hein, dit-il une fois, riant. Vous avez construit des choses. Je les rarais. Mais les mêmes genoux. Il était un veuf, à la retraite pendant 15 ans. Pas d'enfant. Je ne me suis jamais fait confiance pour l'élever correctement. Il a dit, je ne lui ai jamais beaucoup parlé de Marley, juste que j'avais une fille une fois. Il n'a jamais poussé pour plus de détails et je ne les ai jamais proposés. La vérité que je mâchais plus d'aide. Mais chaleureux. C'est Timani. Ne perds pas de temps avec des peluches. Je me suis écarté pour la laisser passer et elle a hoché la tête de cette manière fatiguée et reconnaissante pour les jeunes parents quand quelqu'un rend le monde une fraction plus facile. Plus tard dans cette journée, elle a frappé à ma porte par erreur. Je pensais que ma cabine était Carlos. Quand je l'ai ouverte, elle a clignoté, à moitié s'excuse, à moitié exhalée. Désolé, dit-elle. Reposez-vous une minute si tu veux. Elle hésita, puis hocha la tête.
Je pourrais te prendre là-dessus. Nous nous sommes assis en silence un peu. Son fils, Langston, a-t-elle dit, s'est effondré sur un dinosaure joué comme il lui devait de l'argent. Amani m'a dit qu'elle avait vieilli de la facture qui n'a jamais vécu. Dit. Une partie est de savoir que c'est votre maison, ai-je dit. Même si vous devez le reconstruire 12 fois. Elle m'a regardé comme si personne ne lui avait dit cela auparavant. Après cela, elle visitait parfois. Pas sans besoin, juste une connexion. Carlos a commencé à nous appeler le Porsche. Imani rit. Parlez pour vous, vieil homme. J'ai encore 30 ans. Elle a apporté du café quand elle le pouvait, et Langston aimait grimper les marches de ma cabine comme si c'était l'Everest. Il a toujours atteint le sommet et a crié « Je l'ai fait ». Et je hoche la tête solennellement comme si c'était le plus grand exploit que j'avais jamais été témoin. Un après-midi, alors qu'Amani racontait une histoire sur un client qui a essayé de payer un latte avec un billet de grattage, j'ai réalisé que mes mains obtenaient quelque chose, un morceau de pain doux. J'avais recommencé à sculpter, distrême, juste de petites passes lentes avec une lame. Je ne savais même pas ce que je façonnais avant 2 jours plus tard quand il a commencé à prendre forme. Un berceau, mais pas le berceau. Celui-ci était plus petit, rond, un peu plus simple. Je n'ai pas rédigé des plans. Je laisse juste mes mains décider. Cela a pris 3 semaines. J'ai travaillé dessus pendant des instants tranquilles après le café avant de me coucher lorsque la maison était remplie du type de silence qui ne me fait plus mal. J'ai fini de poncer le dernier bord un mardi matin. Cet après-midi, j'ai appelé à Amy. Pouvez-vous vous arrêter? J'ai demandé. Elle avait l'air distrait. Sûr. Tout va bien? Juste quelque chose que j'aimerais que vous voyiez. Elle est venue plus tard dans la soirée avec Langston rebondissant sur sa hanche et ses cheveux cachés dans une écharpe lâche. Quand elle est entrée dans la cabine et a vu le berceau, elle se figea. Ses yeux passaient entre moi et le bois puis de nouveau. C'est pour moi? Demanda-t-elle tranquillement. Non, dis-je. C'est pour votre enfant. Elle couvrait sa bouche de sa main. Graham, je ne sais pas quoi dire. Dites merci, j'ai dit. Ou non. Je voulais juste qu'il ait quelque chose qui venait aux soins, pas le coup. Elle n'a pas pleuré tout de suite. Je pourrais dire c'était le type qui a sauvé ses larmes pour des moments privés. Le genre qui avait appris très tôt que pleurer devant les gens leur a souvent donné le pouvoir. Mais ses mains tremblaient quand elle toucha le bord du berceau. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça pour moi, a-t-elle chuchoté. Pas seulement parce que. Ce n'est plus vrai, dis-je. Elle m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas maladroit ou exagéré. C'était ferme, chaleureux, reconnaissant. Langston nous regarda comme s'il était témoin d'une observation d'animaux rares. Quand ils sont partis, j'ai regardé le berceau transporter les marches et je savais que je ne l'avais pas construit pour eux. Je l'avais construit pour moi pour prouver que je pouvais toujours. Des semaines se sont écoulées et quelque chose d'étrange s'est produit. Je me suis retrouvé à sourire plus, en riant même. Carlos m'a traîné une fois à une réunion communautaire locale et j'ai passé 2 heures de personnes à discuter des horaires de recyclage et des clôtures sauvages, mais je ne me sentais pas invisible. Imani m'a invité à l'anniversaire de Langston. Seulement 5 personnes, quelques cupcakes et beaucoup de bruit. J'ai apporté une scarneuse à la main puzzle. Elle l'a appelée ridiculement réfléchie. J'ai commencé à enseigner à Carlos comment utiliser Zoom pour qu'il puisse parler à sa nièce en Oregon. Nous nous sommes disputés sur le placement des boutons comme s'il s'agissait d'un défaut de conception High-Stakes. Il n'a jamais bien compris, mais je pense qu'il aimait avoir quelque chose avec qui lutter à nouveau. Je n'ai jamais mentionné Marley ou Cassandra. Pas par son nom, pas par l'histoire. Mais un jour, tout en buvant du café près du Porsche, Amani m'a regardé et a dit, parfois, les gens qui partagent votre sang ne sont pas votre peuple. Vous trouvez votre peuple plus tard. Je n'ai pas répondu, mais j'ai atteint le bras de la chaise dans laquelle elle s'est assise et je lui ai donné un coup doux. C'était suffisant. Plus je vivais, plus je comprenais. La famille n'est pas à qui vous donner. C'est qui redonne vos mains vides et ne vous semble plus que pour commencer. Je ne me souviens pas de la construction. Enveloppe, confiant, délibéré, pas un voisin à la recherche de sucre. Pas Carlos, qui aurait appelé en premier ou crié du Porsche. Non, ce coup avait une familiarité. Le genre qui porte des années à l'intérieur.
Le genre que vous n'oubliez pas. Je me figeai à l'évier, l'eau couvrant toujours, mon pouce sous le ruisseau, puis éteins lentement le robinet et atteignis une serviette. Mon souffle est resté bas, régulier. Je me dirigeai vers la fenêtre, faisant attention à ne pas trop fort dans les planchers et je regardais à travers la fente latérale où le rideau ne se fermait pas complètement. Et elle était là, Cassandra. Elle se tenait sur mon porche comme un souvenir fané, essayant de revenir à la vie. Même posture, même élégance organisée dans ses vêtements, comme elle s'habillait pour faire un point. Ses cheveux ont été tirés dans une touche élégante, et dans sa main, elle tenait une enveloppe de manille. Elle ne portait pas de gants, même si le vent a mordu comme il le fait toujours ici. Elle déplaça son poids une fois, puis regarda sa voiture garée maladroitement par le tréhen. Une berline argentée que je n'ai pas reconnue. Probablement à location. Elle n'a plus frappé. Elle attendait comme si elle s'attendait à ce que le poids de sa présence parle. Et peut-être qu'il était une fois, ça aurait. Il y a eu une période dans ma vie où je me serais précipité pour ouvrir la porte. Lorsque même la chance de réconciliation, aussi petite, aurait été suffisante pour tout laisser tomber. Mais cette partie de moi était devenue silencieuse. Pas amère, immobile. Je suis reculé de la fenêtre et je n'ai pas ouvert la porte. À l'intérieur, la cabine est restée chaude. Le feu de Pluto brillait encore dans le foyer. La faible odeur de cèdre et de café remplissait l'espace. Je me suis assis sur ma chaise par la fenêtre, mais je suis resté hors de sa vue. Mon rythme cardiaque ne coulait pas. Il n'y avait pas de tremblement, pas de débat dans ma poitrine, juste le calme de quelqu'un qui avait déjà lâché prise. Elle est restée sur le porche pendant peut-être 5 minutes, bien que ça se sentait plus longtemps. Finalement, elle s'accroupit légèrement et glissa l'enveloppe sous la porte. Je l'ai regardée se redresser, jeter un dernier coup d'œil vers la cabine, puis me retourner et retourner vers sa voiture. Elle n'a pas regardé en arrière, et je ne l'ai pas regardé partir. Lorsque le bruit de son moteur a disparu dans les arbres, j'ai attendu. Pas par peur, mais parce que le silence a ensuite été un cadeau, et je voulais le respecter. Quand je me suis finalement penché et j'ai ramassé l'enveloppe, je pouvais déjà sentir ce qu'il contiendrait. Je l'ai ouvert lentement. Pas de dramatique, juste le pelage silencieux du papier, comme tourner la dernière page d'une histoire dans laquelle vous connaissez déjà la fin. À l'intérieur se trouvait une note, manuscrite, soignée, contrôlée. Marley veut parler. C'était ça. Non. Bonjour. Aucune explication, aucune excuse, juste un message relayé par la femme qui avait orchestré mon absence en premier lieu. Je l'ai regardé pendant longtemps, comme si plus de mots apparaissaient si j'attendais. Mais ils ne l'ont pas fait. Cassandra avait toujours été qualifiée de concision quand il lui a servi. Elle savait comment dire le plus avec le moins lorsque le contrôle était le but. Je ne l'ai pas froissé, je ne l'ai pas brûlé. Je l'ai juste posé sur la table et j'ai décroché mon téléphone. J'aurais pu ignorer, cela aurait pu attendre, mais le silence, j'ai appris, pourrait être à la fois une arme et une frontière. Cette fois, je voulais que ce soit le dernier. J'ai tapé une phrase et frappé send. Dites-lui que je suis toujours en vie, mais pas disponible. C'était tout parce que je n'essayais pas de blesser. Je ne cherchais pas la vengeance ou le silence trempé malgré. Je protégeais quelque chose que je n'avais commencé que récemment à comprendre. Paix. Le lendemain, Amani est passée avec Langston. Elle a apporté des muffins aux myrtilles. Elle s'était fabriquée à partir de zéro. Ses cheveux se retirent dans une tresse lâche et ses yeux brillants du sommeil. Une chose rare pour une mère célibataire. Je n'ai pas mentionné le coup. Je n'ai pas eu à le faire. Certaines choses n'ont pas besoin d'être parlées à haute voix pour être comprises. Elle m'a regardé soigneusement ce matin-là comme si elle mesurait quelque chose en moi. Finalement, alors que Langston a fait la sieste sur le sol à côté du feu, elle a dit « Tu es bien ». J'ai hoché la tête. Mieux que moi. Tu es sûr? Je l'ai regardé alors. Vraiment regardé et j'ai dit, je pense que je croyais que l'amour signifiait rester disponible toujours, quoi qu'il arrive. Même quand ça faisait mal, attendait-elle, ne s'est pas interrompue, écoute simplement comme les bonnes personnes. Mais maintenant, j'ai continué, je pense que l'amour, le vrai amour, c'est quand lâcher prise, quand prendre du recul, quand la porte doit rester fermée. Elle sourit doucement. Ce n'est pas éloigné, Graham. Cela se dirige vers vous-même. Cette nuit-là,
je me suis allongé au lit et j'ai regardé les poutres de plafond en bois, les mêmes que j'avais inspectées lorsque j'ai acheté la cabine pour la première fois. J'ai compté les nœuds, les groves. Mon père me disait finalement de la cicatrice et du bois était une histoire de vie pour les autres. Je pensais à Marley. Un fantôme qui paie à temps. Marley n'a jamais pu écrire. Moi, ce n'est plus en charge. J'ai donné ce que je pouvais. Temps, argent, pardon, espoir. J'ai laissé des cadeaux sur les porches et les messages vocaux et les boîtes de réception. J'ai sculpté des berceaux avec des mains tremblantes et j'ai traversé des souvenirs comme des mines. Et maintenant j'écoute le coup et je fais un choix. Et cette fois, je m'as choisi. C'était à nouveau la veille de Noël. Une année complète s'est écoulée depuis que j'ai fait cette campagne à Larkfield, Illinois. Le berceau se serra à côté de moi comme si c'était un enfant. Une année complète depuis que la porte m'a claqué sur mon visage. Depuis le sourire narquois de Victor Lane à travers le froid comme une lame, et la voix de Cassandra m'a dit que j'avais la mauvaise maison. Et c'était un an que j'ai décidé que je ne m'en dirais plus jamais d'appartenir quelque part qui avait besoin de mon silence que ma présence. Je pensais que peut-être que la journée se faufilerait tranquillement cette fois, comme la neige dans la nuit. Mais le chagrin a une longue mémoire. Tout comme la paix. Je me suis réveillé avant l'aube. La cabine était toujours, chaude du feu, je laissais fumer pendant la nuit. À l'extérieur, les arbres se tenaient comme des sentinelles, leurs membres saupoudrés de blanc. Je me suis assis dans le rocker près de la fenêtre, un café à la main, et j'ai regardé le sombre fondre en plus. Dans le coin de la pièce se trouvait le deuxième berceau, celui que j'ai fait pour le fils d'Amani. Elle l'a ramené la semaine dernière. Langston l'avait dépassé, ses jambes qui se balançaient maintenant de la faim comme s'il essayait d'échapper à la petite enfance avec un but. Mais elle ne l'a pas rendu par besoin. Elle l'a retourné parce que, selon ses mots, cela mérite d'être vu. Il était assis sous la fenêtre comme s'il appartenait là-bas. La doublure en laine grise douce encore intacte, le bois poli avec soin. Pas une seule bosse ou rayure. Juste une révérence silencieuse. Elle veut le garder, avait dit Amani. Dépassé. Pas seulement parce que vous l'avez fait. Mais à cause de ce que cela signifiait quand vous l'avez fait. Je n'ai pas dit grand-chose à l'époque. Juste hocha la tête. Mais quelque chose en moi s'est déplacé alors. Pas de fierté, pas de nostalgie, quelque chose de plus simple. Un sentiment d'être vu pour ce que je donnais, pas seulement ce que je pouvais donner. Plus tard dans la matinée, j'ai fait des rouleaux à la cannelle à partir de zéro. Carlos venait. Suis-moi aussi avec Langston et un petit sac de cadeaux incompatibles enveloppés dans des bandes dessinées de journaux. Notre version de Noël n'incluait pas un arbre empilé avec des cadeaux ou des sourires forcés. C'était de la soupe sur le poêle, du jazz à la radio, des histoires passées comme des héritages. Je n'ai décoré la cabine dans rien sauf l'intention. Vers midi, nous nous sommes assis à la table et Carlos s'est lancé dans l'un de ses contes de démolition. Quelque chose à propos d'une implosion de casino raté à Vegas et d'un mur qui a refusé de tomber. Comme ma troisième ex-femme, a-t-il ajouté en souriant. Imani roula des yeux et jeta un dîner sur lui. Langston a applaudi comme si c'était un truc magique. J'ai ri, j'ai vraiment ri et j'ai réalisé que je n'avais pas fait ça la veille de Noël depuis des années. Après le repas, je suis sorti sur le porche pendant qu'il nettoyait. L'air froid a frappé mon visage comme une mémoire, nette et honnête. J'ai tiré mon manteau plus fort et j'ai regardé à travers le ridge, la vallée s'étendant en dessous comme une toile intacte. C'est là que je l'ai ressenti. L'absence, pas le genre douloureux, le type clair. Le genre qui arrive après avoir finalement balayé l'encombrement que les gens ont laissé. Marley n'était pas là. Cassandra n'était pas là. Leur fantôme ne hantait plus les coins de ma vie. J'ai toujours aimé ma fille. Je le ferai probablement toujours, mais je ne m'accrochais plus à la version d'elle que je connaissais autrefois. Je n'ai plus pleuré qui je pensais devenir. Le coup de la clarté n'est pas léger. C'est lourd. Comme s'éloigner d'une maison, vous avez aidé à construire de la brique en brique, sachant que quelqu'un d'autre a emménagé et a changé les serrures. Mais le gain est cette paix. Paix réelle et non traitée et non traitée. Le genre qui ne vous oblige pas à vous rétrécir juste pour garder votre siège à une table. De retour à l'intérieur, Carlos s'endormait sur la chaise près du feu, les bras croisés, s'était renversé sur ses yeux. Amy fredonnait doucement tandis que Langston jouait avec son nouveau camion à jouer près du berceau. Elle me leva les yeux et sourit.
Ça va, elle a demandé. Mieux que d'accord, dis-je. Je pense que je suis libre. Cette nuit-là, après leur départ, j'ai allumé une bougie et l'ai placée par la fenêtre. Pas pour la tradition, pas pour le spectacle, comme un moyen de marquer l'espace que j'avais sculpté dans le monde. Pas avec des plans ou de l'argent, mais avec une frontière et une grâce. Je me suis versé un verre de scotch et je me suis assis sur le porche, enveloppé dans une couverture en laine, laissant la nuit s'installer autour de moi comme un ami qui ne posait plus de questions. J'ai encore réfléchi à ce premier berceau, celui qui est parti sur le porche à Larkfield. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'ils l'ont jeté. Peut-être qu'ils l'ont vendu. Peut-être que c'est pourri dans un garage quelque part sous les baignoires en plastique de décors de fête et de manteaux d'hiver. Mais je ne ressentais plus l'attraction à me demander parce que j'ai finalement compris que l'amour n'est pas ce que vous construisez pour les autres. C'est ce que vous protégez en vous-même. J'avais l'habitude de mesurer ma valeur par ce que j'ai donné. Chaque transfert de fil, chaque cadeau, chaque compromis. Mais tout ce qui a fait était d'enseigner les mauvaises personnes que j'étais une ressource, à laquelle je pouvais être accédé, tapé, drainé. J'ai passé tant d'années à être utile, j'ai oublié ce que ça faisait d'être juste, pour être voulu pour qui j'étais, pas pour ce que j'ai couvert, corrigé ou financé. Maintenant, je garde mon cercle petit et intentionnel. Carlos, qui m'appelle toujours Bridge Boy et se dispute sur les mérites de la texture du pain de maïs. Amani, qui fait du café comme si c'était un rituel et dont la force ne se fait jamais au prix de sa gentillesse. Langston, qui m'appelle Monsieur Graham et croit pouvoir réparer n'importe quoi, même des roues cassées et des chaises bancales. Et moi-même, finalement inclus dans ma propre vie. Le monde ne prépare pas des hommes comme moi pour ce genre de calme. On nous apprend à construire, à fournir, à absorber. Mais personne ne nous apprend à prendre du recul. Comment arrêter le surfonctionnement dans les relations qui se déroulent sur la culpabilité? Comment dire, j'en ai donné assez et je le pense sans honte. J'avais l'habitude de penser que le pardon signifiait laisser entrer les gens. Maintenant, je sais que cela peut aussi signifier les laisser aller et les souhaiter bien à distance qu'ils ont gagné. Cassandra a choisi une version de moi, elle pourrait faire taire. Marley a suivi et peut-être qu'un jour elle viendra frapper. Peut-être pas. Mais l'homme que je suis maintenant ne vit plus par cette porte. J'ai placé le verre à côté du rocker et je me suis penché en arrière. Laissé ma tête se reposer contre le bois usé. Les étoiles au-dessus étaient nettes et claires. Aucune lumière de la ville pour les diluer. Il y a un an, je me tenais sur un porche tenant un berceau et un cœur plein d'espoir désespéré. Ce soir, je me suis assis avec les deux mains vides et je me sentais plus rassasié que jamais. Clarity a eu un coup, mais cela m'a rendu moi-même. Pas en tant que fournisseur, non pas comme un personnage d'arrière-plan, mais en tant qu'homme entier, toujours debout. Et enfin, à la maison.